Je vous remercie à tous d'être présents pour ce rendez-vous proche orientation qui est dédié aujourd'hui à la voie professionnelle sur les métiers à la personne. Donc, je vous invite effectivement, comme c'est enregistré, à ne pas forcément mettre votre vidéo si vous souhaitez pas passer sur YouTube, et donc du coup à couper le son pendant les vidéos que vous projetez. Proche Orientation, c'est donc un service du Conseil régional des Hauts-de-France qui a la compétence d'informer les jeunes, les collégiens et lycéens sur les métiers et les voies de formation. Cette compétence est bien sûr partagée avec l'éducation nationale et les CIO qui accompagnent également les jeunes dans la construction de leurs projets professionnels et de leur orientation scolaire. Donc cette semaine du 17 au 21 mai était consacrée à la voie professionnelle. Parce que vous allez le voir, on a un certain nombre de préjugés peut-être sur cette voie de formation. Tout le monde connaît les lycées généraux, mais un peu moins les lycées professionnels. Or, ils offrent des potentialités pour les jeunes. Donc nous terminons la semaine avec ce webinaire consacré au service à la personne. Mais vous pouvez retrouver tout le programme sur la chaîne YouTube de la région. Aujourd'hui, autour de cette table virtuelle, nous avons des professionnels de l'éducation professionnelle et puis donc du coup du monde du service à la personne. Je vais les laisser se présenter du coup pour faire un petit tour de table puisque rien de mieux que chacun pour se présenter. S'il vous plaît, Madame Novelli. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Nathalie Novelli, je suis inspectrice de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation et j'exerce dans l'Académie d'Amiens, département de l'Oise. Et donc, j'ai en responsabilité le parcours des élèves avec un travail collaboratif, bien entendu, avec la région et puis tous les acteurs liés au projet de l'élève. Merci. Madame Herbomel. Alors, je m'appelle Nathalie Herbomel et je suis donc aide-soignante, assistante de soins en gérontologie sur la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants. Donc, j'interviens sur le domicile pour donner du répit à nos aidants qui gardent chez eux leurs malades atteints de maladies neurodégénératives. Je vous expliquerai plus en profondeur tout à l'heure. Merci. Alors, Monsieur Debracler, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou pas votre fonction? Sinon, je vais vous présenter. Donc, vous êtes le proviseur du lycée Jules Verne de Grandvilliers, qui est justement un lycée professionnel, avec dans le panel de formation que vous offrez aux élèves, deux formations que vous allez nous détailler un peu plus en avant. Le CAP, ATMC, donc on verra ce que c'est, et le bac pro, donc service et soins à la personne. Et Madame Plichon. Bonjour, donc Véronique Plichon. Je suis directrice opérationnelle d'un campus des métiers et des qualifications qui s'appelle Autonomie, Longévité, Santé. Donc c'est un label qui est donné à des établissements de l'éducation nationale, donc des lycées professionnels et à des partenaires. Le but est de faire travailler en réseau les partenaires de l'éducation nationale, les lycées et puis les professionnels de ce secteur. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Merci. Donc effectivement, nous sommes alors ici pour répondre à toutes vos questions aussi sur cette voie professionnelle. Qu'est-ce que c'est comment on peut y rentrer, à qui ça correspond. Donc Jean Cécile de Proche Orientation vous répond dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions. Elle nous relaiera, elle nous interrompra avec plaisir. Vous avez des professionnels autour de la table, donc n'hésitez pas. Alors, la voie professionnelle. Donc, je vous ai dit, la voie générale est souvent assez connue en seconde, première et bac général et technologique, mais la voie professionnelle existe aussi en parallèle de cette voie générale, mais elle a peut-être pas forcément une bonne réputation, ou en tout cas pas une assez bonne réputation au regard de ce qu'elle offre. Parce qu'on entend beaucoup de préjugés sur cette voie professionnelle à la sortie du collège.
On se dit qu'on peut pas suivre de longues études parfois. On entend que c'est que de l'apprentissage. Ou alors que c'est réservé pour des élèves qui peuvent rencontrer des difficultés scolaires et donc si on a une bonne moyenne, on ne doit pas aller en voie professionnelle. Que le niveau par conséquent est plus faible qu'en voie générale. Tout ça donne des diplômes qui sont pas forcément reconnus. Ce sont des préjugés, je vous rappelle. Ça ne concerne que des filières manuelles. Il n'y a plus de matière générale du coup. Et c'est une voie de garage. Donc non, on est là ce soir pour vous expliquer que ce sont effectivement des idées préconçues, certainement par méconnaissance. J'espère, Madame Novelli, ne pas trahir ce que vous pouvez peut-être entendre via les usagers qui viennent aussi dans les CIO. Ce sont effectivement des préjugés. Donc, on est là ici pour décrypter cette voie professionnelle. On peut vous proposer pour commencer une petite animation qui va justement vous expliquer qu'est-ce que cette voie professionnelle. Après la troisième, tu peux poursuivre tes... Soit la voie... Ah, excusez-moi. Excusez-moi, on va recommencer. Ah, voilà, j'ai essayé de mettre le son. Après la troisième, tu peux poursuivre tes études dans 2 voies. Soit la voie générale et technologique qui prépare à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ou soit la voie professionnelle qui permet d'acquérir des compétences professionnelles pointues et recherchées sur le marché du travail. La voie pro te forme à un métier, soit en 2 ans, en passant un brevet professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle, ou soit en 3 ans, en passant un bac professionnel. Après le bac pro, tu peux encore poursuivre tes études pour avoir encore plus de compétences et trouver plus facilement un emploi avec un meilleur salaire. Le choix de spécialité est très large. En seconde pro, il existe 14 familles de métiers. Ça te permet de découvrir les savoir-faire communs à un domaine d'activité pour mieux choisir le métier qui t'intéresse et donc bien choisir ta spécialité en première. Si tu as déjà une idée précise du métier que tu souhaites exercer, le CAP peut t'y préparer en 2 ans. Après un CAP, il est possible de poursuivre ses études en bac pro. Tu intègres alors directement la classe de première pro et tu obtiens le bac pro en 2 ans. Le bac pro agricole s'obtient en 3 ans. En seconde pro agricole, tu as le choix entre 4 familles de métiers et 2 spécialités hors famille de métiers. Le CAP agricole se prépare en 2 ans et propose une dizaine de spécialités. Le brevet professionnel agricole se prépare aussi en 2 ans et se décline en 7 secteurs professionnels. Les matières générales comme le français, les maths, l'histoire géo sont encore enseignées, mais elles sont en lien avec la pratique professionnelle. Tu auras aussi des enseignements professionnels et des travaux en atelier. Les stages en milieu professionnel commencent dès la première année. Choisir la voie pro, c'est aussi avoir le choix entre le statut scolaire ou l'apprentissage. L'apprentissage alterne cours en CFA, en centre de formation pour apprentis, et travail en entreprise. L'apprenti apprend tout en bénéficiant d'une véritable expérience professionnelle rémunérée. Pour aller plus loin, télécharge le guide « Que faire après la troisième » sur le site procheorientation.fr. Consulte également les sites nouvellevoiepro.fr et onicep.fr. Et enfin, rapproche-toi du psychologue de l'éducation nationale de ton établissement ou du CIO le plus proche de chez toi. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur la voie professionnelle. Et nous avons déjà commencé à casser un petit peu les préjugés. Il faut savoir que la voie professionnelle est très présente dans les Hauts-de-France. Vous avez ici la répartition des lycées pro, avec tout diplôme et toute spécialité confondue. Je vous ai mis également les liens dans lesquels vous pourrez retrouver plus ample information, notamment celui d'académie. Et vous avez vu, donc on peut avoir une formation initiale classique, mais aussi en somme de formation en apprentissage, qui sont également très bien répartis dans la région. Vous retrouvez toutes les informations effectivement dans le guide Que faire après la troisième, qui est téléchargeable.
Alors vous avez, il y a 12 spécialités dans la voie professionnelle, mais il y a aussi des familles hors, enfin des 12 familles de métiers, il y a aussi des spécialités en dehors de ces familles, et c'est bien là que nous retrouvons ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les services à la personne. Donc on a trois spécialités qui sont l'option, donc le accompagnement, services et soins de la personne à domicile, accompagnement, soins et services à la personne en structure, nous allons voir un petit peu la différence, et puis animation enfance et personnes âgées. Donc ASSP ou après sur l'animation enfance, vous allez voir aussi d'autres sigles. Donc je vais inviter Madame Plichon justement à nous parler un peu plus de ce secteur d'activité parce que alors on sait tous que nous prenons un an tous les ans, mais effectivement la population française vieillit et donc du coup le nombre de personnes qui peuvent avoir besoin et recours aux services à domicile ou en structure est en pleine croissance et particulièrement également dans les Hauts-de-France qui n'échappent pas au vieillissement de la population. Je vous invite Absolument. à parler un petit peu du secteur d'activité, à l'impression que vous connaissez bien, puisque vous êtes au cœur à la fois du système pédagogique et puis économique. Voilà. Donc, on vient juste d'avoir un comité de pilotage sur ce qu'on appelle la branche de ce secteur. Donc, on a bien vu que c'était une branche qui recrutait et qui allait recruter d'ici 2030 10 000 personnes dans les Hauts-de-France. Donc, on est vraiment en demande. C'est un secteur qui, on appelle ça un secteur en tension parce que on a beaucoup plus de demandes que de gens qui sortent de formation et qui vont vers ces emplois. Donc, on invite vraiment les élèves, les étudiants à rejoindre ces formations. Donc, ma structure s'appelle Campus des métiers et des qualifications. Donc, c'est une structure c'est un label qui est donné par l'Éducation nationale et puis par la région et qui permet à 18 établissements des Hauts-de-France pour l'instant, mais il va y avoir 3 établissements de l'Académie d'Amiens qui vont être rattachés au campus bientôt, puisque on étend un peu notre service. Donc, nous avons un groupe de lycées et de partenaires qui travaillent autour de l'autonomie, la longévité et la santé. Donc, avec certes le service à la personne, mais aussi d'autres métiers que les élèves peuvent découvrir, qui sont des métiers liés à la domotique, à tout ce qui est l'amélioration de l'habitat et l'adaptation de l'habitat au handicap pour les personnes âgées ou pour les personnes à mobilité réduite. Donc, et puis aussi la biotechnologie. Il y a des formations dans les secteurs de la biotechnologie pour tout ce qui est alicaments et mieux vivre en mangeant mieux, la diététique, etc. Donc, le secteur de la longévité et de l'autonomie recouvre vraiment des choses très différentes. Donc, ce label J'aide donc je suis est donné à ces secteurs-là et ça permet d'avoir mais ça existe aussi dans d'autres lycées qui ne sont pas labellisés, beaucoup de dispositifs qui vont aider les élèves à rencontrer des professionnels, que ce soit sous forme de job dating ou de camp de l'innovation, montrer un peu ce que seront les métiers de demain parce que la formation qui est délivrée aujourd'hui, il va forcément y avoir des modules complémentaires parce que les métiers de demain seront forcément différents avec le numérique ou avec les nouvelles technologies, avec les progrès diététiques. Donc, on organise des camps d'innovation, des actions en fonction de l'entrepreneuriat aussi, parce que moi, ce qui me semble important de dire, c'est que ces métiers dont les recrutent à tout niveau, au niveau CAP, mais vous pouvez très bien monter jusqu'au niveau BTS et avoir des fonctions d'encadrement dans des structures d'accueil, donc dans des structures d'aide à domicile. Donc c'est vraiment un métier dans lequel on peut partir de bas, mais on peut évoluer tout au long avoir des idées vraiment de faire un BTS immédiatement, mais au cours de sa carrière évoluer aussi. Donc c'est un secteur qui invite à augmenter le niveau d'études, mais on peut acquérir des formations complémentaires et évoluer. Peut-être que euh, Madame Novelli en parlera aussi. Donc, c'est un secteur qui recrute et qui a un taux d'emploi à la sortie d'études qui est beaucoup plus important que d'autres secteurs. On a très peu de chômage et quand on
quand on sort avec un diplôme, on est employé très vite et on peut être employé aussi partout en France. C'est ce Vous que pouvez j'allais très dire. bien demander, voilà, une mobilité. Vous êtes accueilli partout en France. C'est des métiers à la fois qui ont un fort taux d'emploi, un fort taux de mobilité. Et puis, c'est surtout, à mon avis, des métiers qui ont du sens, mais je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi et on voit que les élèves se rattachent à cette idée depuis la crise Covid et depuis la mise en lumière de ces métiers qui ont du sens et qui sont porteurs de sens. Et nous, par exemple, dans le BTS SP3S sur le lycée Valentine Labbé où est mon poste, on a multiplié par deux les demandes et les entrées dans ce secteur-là. Donc, on voit une vraie évolution sur tous ces métiers-là. Je me permets de préciser ce qui est important aussi. Alors aujourd'hui, on informe particulièrement les jeunes, mais ce qui est important, c'est qu'en plus, ce sont des métiers qui peuvent aussi être en termes de reconversion professionnelle. Effectivement, on l'a vu Oui, particulièrement avec la crise sanitaire, que ça peut donner envie justement oui, à des personnes de se lancer voilà. dans cette On a philosophie vu. d'aider. On avait eu un témoignage sur un webinaire qu'on avait organisé d'un monsieur qui avait eu un gros accident de voiture et qui avait été accueilli en structure et qui était commercial et qui s'était reconverti, qui avait fait une réadaptation professionnelle et qui était devenu aide-soignant. Donc, et un aide-soignant, voilà. Oui, tout à C'est un fait. métier aussi ouvert aux jeunes hommes et voilà, il y a de la place pour eux aussi. Tout à fait. Donc, je vous ai mis effectivement dans le webinaire, enfin la diapositive, le lien sur l'interview que vous avez pu faire, Madame Voilà. Fiston, qui effectivement donne des informations complémentaires sur le secteur d'activité. Et comme vous l'avez dit, on peut travailler dans différentes structures et aussi être auto-entrepreneur et monter Ouais. son service à l'aide à la personne. Alors, je dirais qui de mieux pour en parler que notre professionnel du jour, notre Absolument. ambassadrice métier, donc Annabelle Baumel, qui effectivement est aujourd'hui aide-soignante et même qui a pu se spécialiser, continuer sa formation en tant qu'assistante de soins en gérontologie. En reconversion professionnelle également, donc je peux Tout à parler, fait. parce que j'étais médiatrice sociale, donc dans le lien social, et suite à des problèmes personnels, changer complètement de métier et de partir donc sur le métier d'aide-soignante, donc de reprendre mes études à 43 ans et de choisir la personne âgée où c'est vraiment un choix et de suivre cette formation ASG, donc assistante de soins en gérontologie, d'avoir un module complémentaire sur tout ce qui est maladie neurodégénérative, formé par des médecins gériatres de l'hôpital de Beauvais. Je suis personnel hospitalier au départ de l'hôpital de Beauvais, mis à disposition pour le territoire, donc pour la plateforme de répit, où là j'interviens effectivement au domicile des aidants, parce que on a de plus en plus de personnes qui restent au domicile parce que il s'avère que chez eux, déjà, on ne peut pas mettre tout le monde en structure, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et plus on retarde l'échéance, mieux c'est. Euh, Quand la prise en charge se fait du début à la fin, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une continuité. Donc À la, je me à permets la de vous police, interrompre, Madame Herbobet. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, donc quand on parle de structure, c'est ce qu'on appelait anciennement les maisons de retraite, qui aujourd'hui oui, portent le nom d'EHPAD, EHPAD, d'établissements tout à d'hébergement fait. des personnes dépendantes. Et effectivement, donc pour des raisons de handicap ou tout simplement de vieillissement, Oui. on peut donc intégrer, être hébergé dans ces établissements qui ont forcément des équipes d'aides-soignants, d'assistants. Mais on peut faire le choix, et c'est souvent de plus en plus le choix des personnes et de leur famille qui les accompagnent de rester à domicile. Tout à fait. Là aussi, il y a un certain nombre de services qui sont mis en place et donc du coup besoin de personnes qui travaillent à domicile. Et donc, on a besoin de tout le monde, hein, aussi bien les auxiliaires de vie que Exactement. tout le monde a un travail à faire autour du domicile. Tout le monde a sa place.
Et, euh, et aujourd'hui, sur la plateforme de répit, également les psychologues, puisque je travaille avec des psychologues qui, elles, accompagnent les aidants, justement, dans le soutien psychologique. Et moi, j'interviens plus sur la partie répit, où je donne du répit par le biais d'animation ou pas. Après, tout dépend de la personne, hein, de son vouloir. Enfin, voilà, moi, je n'entre jamais en conflit avec un malade Alzheimer. Je prends en compte ses centres d'intérêt. Si la personne adore la musique, eh ben, on va se mettre sur de la musique. Si la personne était dans le jardinage, eh ben, on va faire du jardinage. Et pendant cette période où moi, je m'occupe du malade, donc de l'aider, chez nous, on appelle ça un aidé, l'aidant peut aller à un rendez-vous médical, peut faire une pause pendant 2 heures, parce qu'au domicile, c'est compliqué, hein, 24 heures sur 24, avoir un malade au domicile, c'est compliqué. Parfois, ils ne dorment pas beaucoup. Donc, 2 heures où ben, on peut dormir, ben, ça aussi, c'est important pour les aidants. Tout à fait. Qu'est-ce que, du coup, quand on vous entend, Madame Hermobel, en termes de qualité qu'il faut pour exercer des métiers bah, d'aide à la personne, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors, il faut d'abord aimer son prochain. Moi, je dis Mhm. toujours, quand on va sur un métier d'aide à la personne, il faut vraiment aider son prochain. Il faut savoir que nos malades Alzheimer sont des gens qui sont très tactiles, qui ont besoin de tendresse, qui ont besoin d'affection malgré la maladie. Donc, il ne faut pas avoir peur de donner ça. Il faut avoir beaucoup de patience parce que parfois vous répétez et vous répétez et vous faites et vous refaites. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, moi, je dis toujours, sur quelques heures sur ma journée, ça ne me fatigue pas. Mais pour un aidant qui ne fait que ça sur sa journée, c'est épuisant, bien évidemment. Donc, il faut vraiment avoir de l'empathie pour son prochain, de l'écoute aussi, parce que parfois, la maladie vous fait dire des choses et ne pas penser la même chose. Mhm. Donc, il faut vraiment être à l'écoute et avoir beaucoup d'empathie, je pense. D'accord. Et bon, on va pas se le cacher, c'est aussi un métier qui est dur, qui présente Oui, des difficultés au quotidien. Qu'est-ce que vous en alors pensez? alors c'est vrai que moi, sur la plateforme de répit, j'ai la chance d'avoir un véhicule de fonction où j'interviens sur toute Oise-Ouest, donc un large territoire. Donc, j'interviens au domicile, donc je pars en voiture et je suis au domicile toute seule. Ce qui est dans un service, lorsque vous avez un problème, vous rencontrez un problème, vous pouvez demander à un collègue infirmier ou à une collègue aide-soignante, enfin voilà, vous pouvez demander un conseil ou de l'aide tout simplement. Quand vous êtes à domicile et que vous êtes seul, faut pas se leurrer, faut pas avoir peur d'aller au domicile et il faut pas avoir peur non plus d'être dans le non-jugement. Il faut savoir accepter les personnes telles qu'elles sont. Vous pouvez très bien aller dans une famille où il y a des moyens et très bien aller dans une famille où il n'y en a pas. Et ben, vous avez le même regard sur ces deux familles. Et ça, c'est important parce que le fait de ne pas juger, c'est très important. Après, voilà, je pars le matin avec mon véhicule. Il m'arrive parfois de faire pipi en nature parce que ben, j'ai pas toujours On des trouve endroits pour toujours aller aux rendez-vous. toilettes. Voilà. Donc ça, c'est un des inconvénients de faire beaucoup de kilomètres. Mais après, j'ai d'autres satisfactions Et par rapport à mon travail et c'est vraiment, enfin, j'adore mon métier. Je oui, c'est changerai des pas. métiers passion. Je pense Oui, qu'on oui. peut. Il faut être passionné, hein, de toute façon, pour faire ce qu'on fait. Il faut vraiment être passionné. Alors comme vous avez aussi exercé en structure, il y a aussi des, enfin voilà, le fait enfin c'est un métier physique aussi, puisqu'il y a l'aide à la toilette par exemple. Euh, Alors oui, effectivement, l'aide-soignante en structure, bon, après, il y a de plus en plus d'établissements où il y a du matériel là, pour lever les malades, enfin voilà, il y a beaucoup de Ça fait matériel partie mis à effectivement disposition. de, comme le disait Madame Plichon, de métiers qui sont en fait en évolution, que ce soit en termes de connaissances, bah, par exemple sur les maladies neurodégénératives Ah, tout à fait. ou sur la domotique qui aide effectivement les personnes comme les professionnels qui aident ces personnes. Effectivement, ce sont pas des métiers finalement statiques, mais qui sont en totale évolution et on peut continuer du coup à se former aussi
Ah, mais dans sa carrière. complètement. Et en structure, notamment, vous avez, alors chez nous, on appelle ça une ASH, donc agent de service hospitalier, qui va pouvoir monter des échelons, passer le diplôme d'aide-soignant. Après, pourquoi pas passer le diplôme d'infirmière? Enfin voilà, avoir un cursus sur sa vie professionnelle. Il y a vraiment de l'évolution. Il y a de quoi se spécialiser quand on est à l'intérieur de l'aide à la personne. On peut après trouver sa voie. Il y a vraiment du travail partout. Merci Vraiment. beaucoup. Est-ce que nous avons je ne sais pas si, voilà, autour de la table, les intervenants souhaitent aussi commenter ou des questions, Jean, dans le chat. Profitons que nous avons, Oui, voilà, il y une a professionnelle. effectivement des questions dans le chat. Léa, qui est collégienne et semble intéressée par le secteur de la petite enfance, demande aux intervenants si on peut se spécialiser dans les crèches au lieu des EHPAD. Alors effectivement, on va plus le voir peut-être avec, donc du coup, Madame Novellis, vous pouvez aussi répondre, mais avec Monsieur Debraclair qui, effectivement, bien se poser la question Oui. entre les filières petite enfance et les filières professionnelles destinées plus aux personnes âgées ou en situation de handicap. Alors, je pense que cette fois-ci, vous m'entendez. C'est formidable, bienvenue. Merci. Vous me trouvez à pic pour la Justement, question. on est confronté justement à ce genre de situation où des élèves arrivent sur les formations à SSP ou à TMFC en disant voilà, moi je veux m'occuper des enfants. Alors, si la partie, en tout cas en ASSP, au niveau des programmes, la première année est consacrée à l'enfance, en classe de première et de terminale, là, on s'occupe des personnes âgées ou des personnes à besoins particuliers. Ça peut être des enfants, bien évidemment, lorsque vous avez des enfants handicapés, mais en grande majorité, on a affaire à des personnes âgées ou des personnes dépendantes. Et là, on a quelques déceptions. Donc, c'est pas un CAP petite enfance, le CAP à TMFC, et le bac pro à SSP, même si une partie du programme traite de la petite enfance, c'est pas pour s'occuper des enfants, même si en première année de bac pro, les PFMP, donc les périodes de formation en entreprise, se déroulent sur des structures qui prennent en charge les enfants. Voilà les précisions que moi je peux apporter de ce côté-là. Après, je peux répondre aux diverses questions, mais souvent il y a des fausses routes, entre guillemets, mais les élèves ont droit à l'erreur. Il y a des fausses routes des élèves qui pensent s'occuper exclusivement d'enfants, ce n'est pas le cas. D'accord, merci pour ces précisions, Monsieur Debraclair. Effectivement, je pense que justement, Madame Novelli va pouvoir nous orienter aussi sur sur la voie professionnelle, donc des services à la personne. Effectivement, on a différents niveaux et puis différentes filières. Donc comme on a commencé à l'expliquer, hein, ça va du CAP mais au bac et au-dessus même. Donc Monsieur Debraclair qui nous a rejoint pour notre plus grand plaisir, j'ai mis le lien vers votre lycée professionnel, donc vous exercez à Grandvilliers. Donc justement, effectivement, alors il y a d'autres filières de formation dans votre lycée, hein, notamment en électronique aussi, mais là on va parler du service à la personne. Et donc comme vous l'expliquiez, en fait pour casser un petit peu les préjugés de la voie professionnelle, on n'a pas que il n'y a pas que des matières professionnelles, on garde bien sûr des matières principales, on va dire, comme le français ou voilà. Je vous laisse un petit peu parler de l'emploi du temps peut-être, avec Oui. les fameuses périodes effectivement dans le milieu professionnel. Voilà, donc c'est en CAP, je vais faire la première présentation sur le CAP à TMFC avec un volume horaire en CAP de 31 heures par semaine. Ces 31 heures sont réparties sur de l'enseignement professionnel, où les élèves vont consacrer une partie de ces travaux pratiques à de l'entretien des locaux, des actions de nettoyage, la préparation des repas,
pour donner une image, c'est le premier degré d'intervention auprès des personnes, que ce soit sur des structures ou à domicile. Voilà, j'arrive chez la personne, je nettoie, je prépare le repas, je mets à disposition le repas. Et ça, on peut le trouver en domicile et aussi en structure. La TMFC, c'est vraiment voilà, exactement le premier service en plus, notamment, qui est demandé également par les familles des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est un métier capital. Tout à fait. Et comme l'indiquait votre intervenante professionnelle, voilà, ce ne sont pas des métiers faciles. Voilà, donc c'est une des premières étapes lorsqu'on arrive au lycée professionnel, c'est vraiment travailler la posture professionnelle. Alors ça peut être parfois difficile parce qu'on a quand même affaire, en tout cas au tout début de l'année, à de jeunes collégiens qui n'avaient pas forcément fait la projection sur un milieu professionnel. Et c'est avant tout ces questions de savoir-être, de posture professionnelle à travailler, alors avec des enseignants qui sont dans la bienveillance, soit partout, avec un accompagnement individualisé, puisque une partie de l'emploi du temps, lorsque je parlais des enseignements professionnels, avec de la PSE, donc c'est prévention, santé, environnement, où là, les élèves vont appréhender un certain nombre de règles, du milieu de l'entreprise, mais aussi des règles de sécurité, etc. Mais comme au collège, ils vont avoir du français, de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, des sciences physiques, une seule langue vivante, qui peut être la différence avec le collège, sauf les élèves sortant de l'enseignement adapté, mais c'est une seule langue vivante, et au lycée Jules Verne, c'est l'anglais, de l'art appliqué et de l'EPS, et 3 heures d'accompagnement personnalisé. Donc, c'est une prise en charge en petits groupes des élèves pour, on va dire, dans un premier temps, essayer d'accompagner au mieux les élèves qui peuvent avoir des difficultés scolaires, mais l'intérêt, c'est de les surmonter et puis d'aller bien au-delà. Et puis, sur l'année de terminale, déjà de travailler soit sur l'insertion professionnelle, soit sur la poursuite d'études. Ce sont 2 axes sur lesquels nous travaillons avec nos élèves. Donc, statistiquement, on a une grande partie de nos élèves post-CAP qui essaient de poursuivre en bac pro, qui réussissent aussi en bac pro. Donc, soit ils intègrent une seconde bac pro ou une première bac pro. Donc, ils ont déjà un diplôme en poche et ils vont, en termes de qualification, un peu au-delà. Et certains de nos élèves vont également s'insérer professionnellement, un peu plus rarement. En tout cas, dans cette phase préparatoire de cette présentation, j'ai été rechercher les chiffres, mais de l'année dernière. Alors, c'est un contexte particulier, mais et globalement, ça reste à peu près identique. On a sur nos 15 élèves, 4 élèves qui vont s'insérer professionnellement à très court terme. Les autres, à un peu plus long terme, donc on va être dans les 6 à 9 mois. Et puis par contre, la grande majorité, c'est une poursuite d'études, principalement en bac pro ou sur un CAP dit connexe. Donc, voilà, il reste à peu près dans le même champ d'activité professionnelle, mais un complément de formation où aussi il y a des mentions complémentaires, une sorte de spécialisation que les élèves peuvent acquérir sur une année seulement. Voilà en ce qui concerne le CAP ATMFC. Je poursuis rapidement sur les bacs pro. On a à peu près une même organisation du temps scolaire avec là cette fois-ci 30 heures hebdomadaires avec toujours 3 heures d'accompagnement spécialisé, à peu près une quinzaine d'heures qui sont liées à l'enseignement professionnel avec, tout comme le CAP dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, ce qu'on appelle la mise en œuvre du chef-d'œuvre. Pour faire simple, c'est un projet pluridisciplinaire qui est mis en œuvre par l'équipe pédagogique avec les élèves pour mettre en application
tous les enseignements qu'ils ont suivis au niveau du lycée, avec une présentation orale qui fait partie des épreuves de l'examen. Pour les CAP, c'est uniquement du contrôle continu de formation. Alors ça veut dire que l'évaluation se fait tout au long de l'année, et là, d'où l'importance de l'assiduité, en tout cas en établissement scolaire comme en entreprise, hein, ce qui concerne l'apprentissage. L'assiduité est une des conditions essentielles de la réussite. Donc le CAP, uniquement du contrôle continu de formation. Le bac pro, une partie en CCF, une grosse partie en CCF, et l'autre avec des épreuves ponctuelles. L'autre élément essentiel sont, je l'ai abordé tout à l'heure, les périodes de formation en milieu professionnel, ce qu'on appelle dans notre jargon les PFMP, de l'ordre de 16 semaines en CAP et 22 semaines en bac pro, avec un découpage 2 fois 4 sur chaque année de CAP et 6 semaines sur la première année de bac pro et 2 fois 4 pour l'année de première et de terminale. Voilà ce que je peux indiquer sur les formations proposées à Jules Verne sur le service à la personne. D'accord, merci. Avant de faire passer une petite vidéo d'étudiantes justement de votre lycée, est-ce que Jean, on a des questions sur ces formations CAP et Bac Pro? Oui, on a des questions. Le chat est assez animé. Alors, une question à laquelle j'ai déjà apporté un début de réponse dans le chat, mais est-il possible, après un Bac Pro ASSP ou animation petite enfance personnes âgées, de s'orienter vers un diplôme d'État, aide-soignant ou auxiliaire de puériculture? Tout à fait. Alors, il est vrai que je n'ai pas abordé la poursuite d'études post-bac pro, je l'ai fait pour les CAP. Pour les bac pro, alors là, nous, on a sur l'établissement, mais comme partout, la poursuite d'études en BTS. Alors, le BTS ESF, donc c'est économie sociale et familiale. Les BTS SP3S, qui est celui du service à prestation des secteurs sanitaires et social. Et là, autre élément aussi, alors tout passe par Parcoursup maintenant sur le post-bac, avec l'inscription en IFSI, donc c'est les instituts de formation en soins infirmiers, ou les instituts de formation en aide-soignant, l'IFAS. Donc là, on arrive sur des diplômes d'État, alors d'infirmière quand on prépare l'IPSI, hein, bien évidemment, ou après sur le diplôme d'État technicien d'intervention sociale et familiale, ou d'auxiliaire et de puériculture, ou d'aide psychologique, pardon. Voilà, donc la poursuite d'études post-bac pro à SSP est là aussi importante. Statistiquement sur l'établissement, là on a en insertion professionnelle 4 situations où les élèves à l'issue de leur bac pro ont intégré des EHPAD ou des maisons de retraite, etc. Parce qu'elles, lors de leur scolarité, elles avaient donné toute satisfaction auprès des entreprises sur lesquelles elles avaient réalisé leur PFMP, et puis elles ont souhaité s'insérer professionnellement rapidement. Alors, ça peut s'expliquer sur des conditions, on va dire, socio-économiques. On incite beaucoup nos élèves à poursuivre leurs études parce qu'il y a tout un système d'accompagnement social, d'aide financière pour aller plus loin dans l'acquisition de compétences professionnelles, mais ça peut être aussi un choix personnel qui est tout à fait louable, et comme le disait l'intervenante, voilà, des gens qui ont la main sur le cœur, et c'est des métiers, une nouvelle fois, qui demandent beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup de disponibilité, et nos élèves trouvent leur place, mais aussi la poursuite d'études en IFSI, où là aussi marquée par la réussite, avec différents centres qui peuvent accueillir nos élèves. Alors sur la région Hauts-de-France, vous avez différents IFSI sur lesquels nos élèves, là dans le cadre de la mobilité professionnelle, répondent à la demande aussi. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une question qui du coup, est liée. Quelles sont les perspectives d'embauche pour les jeunes? Les employeurs ne sont-ils pas réticents à embaucher des jeunes sortant de bac pro?
Alors, absolument pas, si je peux me permettre, Oui. parce que les élèves ont réalisé juste 22 semaines de période de formation en entreprise. La stratégie à mettre en œuvre, c'est d'aller en découvrir un maximum, de ne pas réaliser l'intégralité de leur PFMP sur la même structure, etc. Parce que c'est aussi une richesse d'aller découvrir d'autres structures professionnelles. Mais lorsque les élèves, sur leur PFMP, donnent entière satisfaction, c'est aussi la reconnaissance, en tout cas pour un potentiel employeur, de déjà faire une certaine sélection et de dire, moi, je m'engage à l'issue de ta formation à signer un contrat avec toi, à te donner ta chance parce que tu donnes entière satisfaction. Et c'est là aussi une confiance mutuelle. Hein. On vous a perdu. En tout cas, c'est tout l'intérêt effectivement de cette voie professionnelle, c'est que les jeunes, même jeunes diplômés, de l'employeur. Voilà, les jeunes diplômés sont tout de suite reconnus comme compétents et s'insèrent particulièrement bien dans le monde professionnel. Je ne sais pas si on m'entend encore. On vous avait été coupé, Monsieur de Braclair, mais on a pu quand même bien répondre à la question en disant que l'insertion professionnelle était facilitée justement avec cette voie pro. Je vais vous inviter à entendre justement des lycéennes du lycée de Grandvilliers. Action! Je m'appelle Chloé et j'ai 16 ans. Et moi Emma et j'ai 16 ans. On est en terminale TMSC. Qui définit assistante technique en milieu familial et collectif. À faire l'entretien des locaux, apprendre les différentes techniques d'entretien. Ensuite la production alimentaire, apprendre à faire à manger. Puis l'entretien du linge, le repassage, le pliage et la couture. Une mention complémentaire en aide à la personne et un rattrapage au bac pro SSP. Ensuite auxiliaire de vie ou agent territorial en cantine. Autonome, patiente et polyvalente. Dans 5 ans, je me vois auxiliaire de vie en structure. Et moi, agent territorial en cantine. Parce qu'on a choisi la proximité. Et qu'on a tous les matériels sur place pour pouvoir pratiquer. Voilà, donc effectivement, on le voit, hein, c'est des jeunes qui sont déjà très matures et la voie professionnelle permet justement de continuer ces formations sur les matières générales, mais aussi sur le domaine de compétences où on veut se lancer avec les qualités personnelles que l'on a. Si vous voulez bien, du coup, je vais laisser la parole à Madame Novelli qui va avec nous décrypter et puis rétablir la vérité sur la voie professionnelle qui est présente du coup dans notre département, notre région, sur les différents métiers. Je vous laisse du coup en parler si vous voulez bien, Madame Novelli. Oui, sans problème. Peut-être dans un premier temps, on va peut-être aussi faire le point par rapport, c'est quoi l'orientation? Parce que les parents et les élèves parlent d'orientation souvent parce que c'est un terme qu'on utilise autant pour un projet d'orientation, la réflexion d'un projet, une décision d'orientation, c'est un point que j'avais déjà abordé lors d'une précédente table ronde, et puis après c'est l'affectation. Alors moi, je vais donner un petit conseil aux élèves et aux parents. Tout d'abord, aux élèves. Ce qui est important, c'est de se dire, moi, qui je suis? Qu'est-ce que je souhaite? C'est quoi mon envie? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et c'est pas grave, on ne parle pas forcément de métier, mais on va essayer d'imaginer déjà les domaines d'activité qui pourraient nous plaire. Et donc, normalement, dans tous les établissements scolaires, on a pu aborder justement cette réflexion dans le cadre du parcours à venir. Donc, il y a des séances menées soit par les professeurs, soit par les psychologues de l'éducation nationale,
autour justement de différentes thématiques sur la connaissance de soi, la connaissance des métiers, la connaissance des études. Et c'est un travail qu'on mène avec Proche Orientation, justement, la connaissance des études et des formations et des métiers, bien entendu. Donc, premier point, c'est vraiment moi, qui je suis, ce que j'ai envie. Ensuite, il y a un autre point qu'il faut vraiment réfléchir, parents-enfants, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents, avec leurs enfants, surtout là actuellement le niveau 3e, nous sommes en train de compléter une fiche de vœux, alors soit par le biais des téléservices, soit sous format papier, mais peu importe, on va participer à l'affectation dans un établissement public, si on demande un établissement public. Si on a demandé un établissement privé, on s'est déjà rapproché de l'établissement privé et il y a des organisations un peu différentes selon les secteurs, mais peu importe. Aujourd'hui, on est en train d'exprimer des vœux. Et si on veut une formation très spécifique, parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer, il faut travailler cette réflexion de la mobilité, parce que peut-être je ne pourrais pas être admis ou admise dans tel ou tel lycée professionnel, mais je peux aller un peu plus loin parce que je sais que c'est ça que je souhaite. Donc oui, il y aura la mobilité, il y aura également la question de l'internat, notamment souvent on en parle avec Monsieur de Braclair, parce que voilà, il y a des élèves qui viennent d'un peu plus loin que du secteur de Grandveillé, et ben ils vivent à l'internat, et ils vivent même très bien. Il y a vraiment des actions justement menées également avec la maison de retraite juste à côté de l'établissement. Donc, vous voyez, c'est vraiment toute une organisation qui va permettre aux adolescents d'être aussi au contact d'autres acteurs. Donc, oui, il faut aussi à un moment dire stop. Le lycée professionnel, c'est un lycée de la réussite. Et justement, il y a un point important que tout le monde doit avoir en tête. Les élèves de bac pro ont une priorité d'affectation dans le cadre de Parcoursup sur les places en BTS, dès lors, bien entendu, qu'ils ont un avis favorable dans le cadre justement de la poursuite d'études. Donc, il faut bien se rappeler ça. Si on envisage en plus un BTS en termes de poursuite d'études, il est plus judicieux de passer par le bac pro parce que justement, on va acquérir des gestes, on va acquérir des compétences, une maturité, et on est dans le monde professionnel. Donc, la valeur du travail, elle est déjà abordée dans le cadre de cette formation. C'est pour cette raison que tout à l'heure, on avait une question, est-ce qu'on emploie des jeunes? Mais oui, sans problème, bien au contraire. Et il ne faut surtout pas oublier la formation tout au long de la vie. Oui, peut-être qu'à un moment, je vais m'arrêter après avoir obtenu mon bac, mais je pourrai reprendre mes études. Et justement, la région Hauts-de-France, on est pleinement dans cette dynamique. On l'était déjà depuis de nombreuses années dans le cadre de la validation d'acquis d'expérience. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. En tout cas, surtout pour les parents, les enfants, les élèves, il y a la notion de mobilité et sachez qu'il y a des aides par rapport au transport, par rapport aux internats et également par rapport au matériel que nous sommes parfois amenés à acheter pour justement suivre cette voie professionnelle. Et puis, je donnerais un conseil vraiment, c'est de prendre rendez-vous avec le psychologue ou la psychologue de l'éducation nationale au sein de son établissement ou au plus proche dans un CIO. En tout cas, vous en trouvez très aisément dans l'Académie de Lille et dans l'Académie d'Amiens pour juste faire le point sur le parcours. Et c'est essentiel. En tout cas, on a encore quelques semaines, enfin 2-3 semaines pour identifier ses vœux. Mais rien n'est définitif. Monsieur de Braclair le disait tout à l'heure, la réflexion, elle doit toujours être en dynamique. Et puis, si à un moment on se trompe, entre guillemets, c'est même pas une erreur, c'est qu'à un moment on peut se dire non, ce n'est pas fait pour moi, et bien c'est réversible. On peut faire autre chose. Voilà. Bon, j'espère ne pas avoir été très longue, mais en même temps, je voyais le déroulé.
C'est parfait. Effectivement, il y a pas de mauvais parcours. L'orientation, elle est tout au long de la vie, tout au long du cursus. Elle continue pendant la carrière professionnelle. Et de toute façon, chaque pas est quelque chose qui apprend. On a toujours des compétences et des qualités qu'on développe. Et ça permet justement de trouver le meilleur chemin si un jour on a envie d'en changer. Donc, effectivement, pour tous les élèves et puis leurs familles qui nous écoutent, dirigez-vous effectivement pour en savoir plus vers le psychologue de l'éducation nationale de l'établissement. Donc vous retrouverez sur la chaîne de la région d'autres rendez-vous en replay, donc qui peuvent aussi permettre d'avoir plus de renseignements sur les différents métiers, parce qu'il y a des témoignages de professionnels. Et pour justement mettre un pied déjà dans le monde économique et professionnel, n'hésitez pas à faire des stages. Donc il y en a parfois obligatoires dans le cursus, mais pendant les vacances scolaires, donc là par exemple en juillet-août, n'hésitez pas, si vous trouvez une association ou une entreprise domiciliée dans les Hauts-de-France, la région signe les conventions de stage. Donc c'est avec plaisir que vous allez pouvoir découvrir des nouveaux métiers, observer et poser toutes les questions aux professionnels avant justement de rentrer dans la vraie vie. Donc là je vous ai mis très solidement la carte des CIO de l'Oise, mais bien sûr vous allez retrouver sur les sites de l'académie l'ensemble des sites que vous pouvez retrouver pour les 5 départements des Hauts-de-France. Et puis dans ces centres, il y a aussi il y a forcément l'accompagnement personnel, mais il y a aussi plein d'actions effectivement, comme vous le disiez, Madame Novelli, destinées à mieux connaître les métiers et les secteurs qui recrutent et accompagner les jeunes pour justement se motiver sur quelque chose qu'ils ont envie de faire. Avant de faire le petit tour de table final, je voulais juste préciser, effectivement, vous parliez de mobilité, ce qui est très important dans notre région. Donc, vous avez vu la carte des établissements de formation, elle est très large et il y a vraiment une offre très grande. Donc, n'hésitez pas à regarder les jeunes et les familles sur le partenaire de la région et vous faire assister par l'application Mon Assistant SNCF qui peut vous permettre de plus facilement voir et accompagner comment est-ce que je vais de mon domicile à l'école, comment je vais de l'école au lieu de stage ou au lieu de formation professionnelle. Donc c'est un réel outil de simplification. Pour les jeunes aussi en situation de handicap, on travaille avec l'association Arpège qui propose également un accompagnement. Alors là, essentiellement en distanciel en raison de la crise sanitaire. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de la chargée de mission qui donne le maximum de renseignements sur les actions aussi collectives ou individuelles qui sont adressées à ces jeunes. Écoutez, on a déjà bien expliqué la voie professionnelle, déconstruit les préjugés et j'espère qu'on a donné envie à beaucoup de personnes d'aller notamment vers les services à la personne, mais aussi sur les d'autres familles de métiers et spécialités. Je vais laisser nos intervenants le petit mot de la fin. Je les remercie déjà et un petit conseil peut-être à donner aux jeunes et aux familles. On va commencer du coup par Madame Plichon, on va le faire à l'envers. Bien, alors moi, mon mot de la fin, ce serait, je pense que quand on travaille dans ce secteur, on n'a jamais une journée qui ressemble à une autre et que la diversité, c'est aussi un bon moyen de choisir son métier et de continuer à l'aimer longtemps. Merci. Monsieur Debraclair. Eh bien, pour les élèves qui se destinent à rentrer dans la voie professionnelle, je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de passion et beaucoup de plaisir à venir à l'école et découvrir nos formations professionnelles. Merci. Madame Herbomel. Eh ben, comme le dit Madame Plichon, dans notre travail, chaque jour est différent. Et moi, j'ai une petite devise que je mets en pratique, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, c'est un très bon moyen de travailler et de se mettre à la place de l'autre. Merci. Jean, tu me fais signe qu'il y a des questions dans le chat. Absolument. Il reste quelques questions. Alors, à mon avis,
Ça va aller assez vite. Question, alors attendez, j'essaye de retrouver puisque j'ai mis énormément d'informations depuis. Avez-vous des formations sur la façon de porter les malades afin d'éviter des douleurs aux patients, mais aussi la méthode pour porter sans vous faire mal? Oui, alors ce qu'on appelait anciennement dans mon temps les gestes et postures, je crois que ça a des nouveaux termes. Et effectivement, Monsieur de Braclair, peut-être vous pouvez dire que ça fait partie. Alors, Quand vous parliez d'environnement, d'hygiène, sécurité, voilà. les précautions à Donc, prendre là aussi. il y a une discipline sur laquelle c'est l'ergo-soin, où les élèves découvrent à la fois les équipements qui viennent assister ben, le personnel dans ces missions, mais aussi les techniques pour déplacer un corps, soulever une personne, etc. Donc, dans les établissements, nous avons un certain nombre de mannequins qui sont d'un poids équivalent à un enfant, à un adolescent, à un adulte, avec tous les équipements associés, y compris les appareillages de dernier cri qui permettent de soulager quand même le travail des aidants et des soignants. Merci. Merci. Et la toute dernière question, la rémunération entre aides-soignants à domicile ou en structure est-elle la même ou y a-t-il une différence entre public et privé? Alors, effectivement, la rémunération, on peut en parler. Le domicile et le public est différente. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Après, chacun s'y retrouve. Et après, il y a des avantages et des inconvénients dans le public et dans le privé. Mais ça, tout le monde s'y retrouve après. Chacun son choix. Et pour effectivement reprendre les propos de Mme Plichon, la mobilité, comme c'est un secteur en tension, je dirais que la mobilité entre les différents types d'employeurs, que ce soit des structures privées ou même des services privés ou des services publics à domicile, et l'auto-entrepreneuriat, qui est très développé aussi dans ce secteur d'activité, permet justement, je pense, de s'y retrouver. Oui. Après, voilà, vous avez des aides-soignantes qui ont débuté très jeunes en carrière. Il faut savoir que sur le public, on a des perspectives d'évolution de carrière jusqu'à la fin, donc des métiers, des rémunérations qui augmentent. Bon, après, voilà. Chaque métier a ses avantages, a ses inconvénients, a sa rémunération. Enfin, il faut déjà aller vers un métier que l'on aime et non pas forcément un métier qui soit bien payé. Ben, je crois que vous donnez le relais philosophique à Madame Novelli, qui, je pense, est sur la même longueur d'onde pour clôturer ce webinaire, s'il vous plaît. Oui, alors on est tout à fait d'accord là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, tout d'abord, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, et surtout, soyez fiers de vous, soyez fiers de vos choix. Oui, vous changerez d'avis, ce n'est pas grave, et heureusement, parce que ça veut dire qu'à un moment, on prend le temps de se poser des questions sur soi et on évolue aussi dans ces réflexions. Parce que l'histoire de vie, l'histoire de vie nous permet d'avancer, parfois d'un peu reculer, d'aller sur le côté, mais ce n'est pas grave. On ira de l'avant. Ce qui permet d'être un bon soignant lorsqu'on arrive à faire ça. Tout à fait. Et puis, je vais juste préciser que mercredi, je vais également animer une table ronde autour justement de la question de la voie professionnelle, mais là, ça sera de manière encore plus large. Et donc, si vous souhaitez, rejoignez-moi et on aura justement des échanges sur différentes thématiques. Mais en tout cas, voilà, prenez le temps de réfléchir à vos projets, à la mobilité, à l'internat. Et puis, ne vous inquiétez pas, il y a des aides. Donc là, tout le monde est là pour vous aider et en tout cas, trouver les réponses les plus adaptées à votre situation actuelle. Bon courage à vous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Donc effectivement, vous retrouverez tous les replays de cette semaine de la voie professionnelle, mais aussi des autres projets pour les jeunes sur Proche Orientation. N'hésitez pas à nous contacter, notamment pour avoir le lien également sur le webinaire de mercredi prochain. Et puis, je vous remercie infiniment de votre participation et je vous invite à nous rejoindre pour un prochain webinaire.
Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.